Bienvenue à Droit à la parole. Nous sommes bel et bien au mois de mars. Ce mois a été consacré avec une journée phare, le 8 mars, à la célébration de la Journée internationale de la femme. Notre pays a sorti sa plus belle robe pour pouvoir embellir cette journée, mais lui donner aussi une signification. Vous avez tous assisté à ces grands défilés, vous avez assisté à toutes les déclarations et il était de mon devoir de recevoir une dame sur ce plateau, mais surtout aussi d'approfondir le thème même de l'année pour évaluer, parce que chaque moment où nous discutons avec vous est un moment d'échange. Pour en parler, j'ai encore le plaisir de retrouver Bernadette Koundou, cette dame que je reçois. Tenez-vous bien, ça fait 10 ans que nous discutons ensemble, non seulement de notre pays, mais de la question de la femme et de la question de notre nation entière. Donc c'est fort de cette conviction qu'elle a de la matière que je l'ai encore invitée. Madame, au-delà de la beauté évidente dont vous faites preuve toutes ces années passées, merci donc d'être là et bonne fête de la femme. Merci, M. Kalanga, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci, voilà. C'est vrai que je ne vous invite aujourd'hui que comme femme, mais comme femme qui sait un certain nombre de choses sur la situation de la femme. Alors, comment vous avez vécu vous-même la journée du 8 mars? Parce qu'il y a toujours une discussion. On se dit, faut-il consacrer une journée à la femme? Ça veut dire que toutes les autres journées de l'année, elle est exclue. Faut-il célébrer une journée ou ne faut-il pas la célébrer? Quel est votre point de vue avant même qu'on aille dans les détails? Oui, consacrer une journée à la femme, évidemment que oui. Je ne le dis pas en tant que féministe parce que pour la 10e fois, le 10e mois de mars, où nous travaillons, où nous nous rencontrons, pour la 10e fois, je le dis, je le confirme 10 ans plus tard. Je le confirme, je ne suis pas féministe, mais je pense qu'il est nécessaire de consacrer une journée dédiée à la femme. Déjà pour sa spécificité, pour celle qu'elle est, parce que la femme c'est un être spécial, mais aussi pour ce qu'elle vaut et pour ce qu'elle représente, et aussi surtout pour tout ce qu'elle a en elle comme traces génétiques des problèmes qu'elle transporte de génération en génération, parce qu'elle est dans un combat, et un combat qui durera peut-être la vie de chacune d'entre nous, mais qui restera toujours le combat de la femme, de Ève. Il faut consacrer un jour à Ève pour qu'elle puisse dire avec clarté là où elle en est, pour qu'elle puisse évaluer avec clarté où elle doit aller, parce que les choses évoluent, ses ambitions avec, sa vision avec. Chaque année, c'est toujours une occasion, thème ou pas thème, c'est toujours une occasion pour les femmes du monde entier de pouvoir faire le point. Et le point d'une manière collective, c'est très très important. Alors, j'ai suivi hier les défilés, vous étiez, d'ailleurs les images le démontrent. J'ai été quand même impressionné par la détermination qui est aujourd'hui celle des femmes. Et pourtant, notre pays est très mal coté quant à la gestion de la femme. Après l'Afghanistan, c'est le Congo, le pays les pires pour vivre pour une femme. Je fais donc allusion aujourd'hui aux violences faites aux femmes. Êtes-vous fière d'être une Congolaise, femme congolaise? Je suis fière d'être une femme congolaise et je suis fière d'être une femme tout court. Parce qu'une vie sans combat ne représente rien. Donc pour moi, un combat est toujours quelque chose de positif pour la grandeur de l'être humain lui-même et pour l'évaluation réelle de la société dans laquelle il vit. Donc pour moi, l'un et l'autre, je suis tout à fait fière. Par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'inconfort de la vie des femmes, la vie de femmes dans mon pays, je me dis que je l'ai souvent dit, ça c'est d'abord en premier
j'ai dit toujours en premier que la vie est un combat. Même si beaucoup de philosophes ne partagent pas ce point de vue-là. Et la vie quand même requiert de chaque être humain de beaucoup de savoir-faire, de beaucoup de connaissances de soi-même et aussi de beaucoup de discernement pour pouvoir en tirer un bonheur quelconque. Mais alors, pour une femme, quand elle n'a pas encore fait ce combat-là en elle-même, la vie peut être réellement dure. Et c'est par compassion à la dureté, à la souffrance de cette femme-là qui pense encore que le plafond en verre qui est au-dessus d'elle est seulement au-dessus d'elle et qui ne se rend pas compte que le plafond en fait est vraiment à l'intérieur d'elle-même. C'est par rapport à cette femme-là, ce combat-là, que moi je m'implique et je me dis, je suis fier d'être une femme, je suis fier des combats que j'ai menés moi-même et je suis fier des avancées que nous arrivons à faire dans le pays parce que bon, il faut quand même le mentionner. Nous avons un taux de participation, peut-être comme vous venez de le dire, nous sommes à côté de l'Afghanistan, c'est vrai. Mais quand vous regardez par exemple le combat lié aux violences faites aux femmes, ce n'est pas un combat en lui-même qui concerne le Congolais en tant que mâle contre la Congolaise en tant que femelle. Mais c'est un combat tout simplement qui est lié à un contexte économico, politico, militaro, socialo, internationalo, tout ce que vous voulez, qui fait que bon, il y a une grande présence, une forte présence militaire dans notre pays, qui n'est pas seulement la présence des FARDC et des combats que nous ne pouvons pas analyser ici, disséquer ici, qui ont comme conséquence évidemment une violence très forte sur la femme. Ouais, voilà, que la femme reçoit ça, au fait, comme elle a toujours reçu tous les maux de la vie. Et c'est très très poignant quand on rentre dans ces considérations-là, de cette forme-là de la souffrance de la femme. Alors, je vous pose une autre question, sans doute très bizarre. Comment pensez-vous que les Congolais mâles, enfin les Congolais hommes, considèrent la Congolaise femme? Quel est le regard que vous avez du regard des hommes sur la femme congolaise en général? Selon vous, comment les Congolais pensent de la Congolaise? Ce qui est bizarre justement, c'est que les plus émancipés, les plus féministes sont les hommes. Les plus émancipés d'entre nous sont les hommes. Et ça aussi, je ne l'invente pas. Je vous le dis, à la maison, c'est le père qui insiste pour que sa fille aille à l'école. Parce qu'il ne veut pas qu'elle puisse tomber sur un homme macho qui la ferait souffrir et il ne veut pas de cette souffrance-là pour sa fille. Dans un foyer, c'est souvent aussi l'homme qui dit « mais lève-toi quand même, bouge, fais ci, tu es quand même diplômé, on s'est rencontrés à l'université ». J'aimerais que, parce que l'homme a une admiration d'une certaine manière érotique par rapport à la femme qui a du cerveau, qui a quelque chose à dire dans le bon sens du terme, dans le sens paritaire du terme. Non, les féministes les plus aguerris sont les hommes. Mais par contre, le problème, on rencontre les problèmes évidemment au niveau de la compétition. Mon problème, c'est que j'aimerais, et depuis hier, c'est le combat que je me suis assigné pour le mois de la femme, d'ouvrir les yeux à certaines femmes sur l'authenticité du combat de compétition. Vous savez, l'homme est un conquérant. Un garçon apprend la compétition depuis son jeune âge. J'ai l'anecdote d'un ami entraîneur qui a fait ses preuves dans une équipe d'hommes et qu'on a envoyé chez les juniors filles. Bon, quand un garçon venait en retard, parce que vraiment il performait, son équipe marchait vraiment. Quand un garçon arrivait en retard, il lui donnait une punition de 12 tours en courant sur le terrain. Et le garçon faisait ou n'y arrivait pas, mais en tout cas, il y arrivait et puis la chose passait. Mais quand il est passé dans l'équipe des filles, quand une fille arrivait en retard pour les mêmes causes, il donne la même punition, la fille se met à pleurer. Et quand elle se met à pleurer, les autres viennent et se mettent contre l'entraîneur, prenant part pour leur ami, qui est considéré comme une victime. La fille considère plus l'amitié, les émotions, que l'homme qui a intégré les jeux, les règles du jeu de la compétition. Alors, nous butons souvent à ce problème-là. Alors, quand on dit l'homme est macho, l'homme est si, l'est-il vraiment parce que nous sommes des femmes ou l'est-il parce qu'il a peur que la femme lui arrache ce qu'il a déjà gagné? Ça, c'est un débat, au fait, c'est l'angle du débat qui échappe à beaucoup de personnes parce que qui préfèrent
mener un combat sexiste, même en toute conscience, parce que ces combats-là vont l'amener quelque part. Mais quand on veut ramener le débat à son juste niveau, à sa juste réalité, on se rend compte que nous n'avons pas besoin de crucifier ceux qui ne sont pas crucifiables, que le vrai travail doit être mené d'abord par nous-mêmes, dans nous-mêmes, et ensuite regarder d'une manière collective. Regardez ce que la société, d'une manière collective, peut nous apporter dans la démarche. Regardez ce que le pouvoir public peut nous apporter dans la démarche. Regardez ce que les associations du travail peuvent nous apporter pour que nous puissions réellement atteindre notre promotion. Ça, c'est quand même une considération qui me tient à cœur. Cette année, le thème, vous allez me compléter pour la partie congolaise, le thème international, c'est effectivement égalité d'accès à l'éducation, à la formation, à la science et à la technologie. Je crois pour une société paritaire. Pour un Congo paritaire, réellement paritaire. C'est un défi majeur parce que l'accès à la formation pour la femme congolaise, aujourd'hui, quand nous regardons les taux de déperdition, nous regardons le taux de fisc au niveau de nos institutions, nous avons à peu près 50 députés femmes dans une assemblée de 500 députés. C'est 10%, c'est inférieur à toutes les résolutions des Nations Unies. Alors, dans quel angle vous lisez ce thème, le thème de l'accès? Parce que l'accès, c'est à partir de la formation, c'est la famille qui décide. L'accès, c'est l'employeur qui décide. L'accès, c'est les pays qui décident. L'accès, c'est la loi qui décide. Comment vous voyez la question de l'accès? L'accès, c'est l'ambition qui détermine. Donc ça, c'est le volet le plus important. L'accès, c'est l'ambition qui décide. Et quelle est la place que donne l'ambition? Quelle est la place que la femme donne à l'ambition dans sa vie? Parce que l'ambition est considérée comme quelque chose de phallique, c'est-à-dire le désir impérieux d'arriver à quelque chose, le désir visible d'arriver à quelque chose, ça appartient aux hommes. Quelle est la part que la femme donne réellement à son ambition dans sa vie et quelle est sa part de combat pour réaliser sa propre ambition? Exactement. Il y a un problème réel. Effectivement, dans le thème, comme on dit, on parle du problème de la formation. Effectivement, bon, regardez, il y a plusieurs campagnes. L'UNICEF a mené une campagne et continue à mener cette campagne. Toutes les filles à l'école. Toutes les filles à l'école. C'est une campagne qui a vraiment qui a bien cheminé et qui nous a permis d'avoir à peu près 30% de nos filles à l'école. Ce sont les femmes de demain qui parleront. Donc, ce débat-là, je pense que c'est vraiment un débat qui n'est pas réellement à projeter dans 20 ans. Parce qu'elles seront responsables, elles pourront décider. Si on parle de l'emploi, on parle de l'accès à l'emploi pour le Congo paritaire, moi je dirais qu'il y a 3 choses qui bloquent la femme. Pas seulement la femme congolaise, mais la femme en général. La femme ne sait pas dire non pour diverses raisons. La femme ne sait pas demander et revendiquer ce qui lui revient. Et la femme a beaucoup de pudeur à pouvoir à entrer dans les sphères qui peuvent lui permettre de réaliser ses ambitions. Donc, regarder en face ce qu'elle veut réellement par rapport à ce qu'elle peut renoncer vis-à-vis de la société. La société donne un cocon à la femme pour lui permettre d'y rester. Quand je parle de la société, je parle de ceux qui la dirigent, de ceux qui en ont les rênes, les hommes. Quand nous restons femmes, totalement femmes, Ève avec ses enfants, la mère nourricière, nous donnons beaucoup de confort aux hommes qui se sentent dans leur rôle. Il y a un mot que j'ai voulu utiliser mais qui m'a échappé, c'est pas grave, je vais regarder dans mon aide-mémoire. D'accord. Dans leur bastion. Voilà. Le bastion de l'homme qui est le pouvoir, il veut garder. Et quelque part dans notre inconscient, nous les femmes, quelque part, nous avons aussi toujours un peu tendance à garder notre bastion de pouvoir qui est la famille. Parce que nous devons former l'être humain que nous allons déverser dans la société. Qu'est-ce que ça donne? Une ambivalence. On ne sait pas trop si en acceptant de faire les deux, c'est-à-dire jouer le rôle de la femme et jouer le rôle de l'être humain ambitieux, si nous pouvons réellement y arriver. Parce que dans le jugement qu'on a de la femme, justement dans le milieu de l'emploi, puisque c'est de ça que nous parlons, on ne tient pas compte du stress que peut subir la femme dans sa vie réelle. Physiologiquement, elle fait des enfants.
psychologiquement, elle doit tenir la compétition avec l'homme. L'homme qui est dans son bastion, où tout est dressé pour qu'il puisse arriver à ce à quoi il veut arriver. Il y a un réel problème. Comment arriver à concilier les deux? Ça, c'est le combat, justement, ça rentre dans le combat alors authentique, qui me demande à moi, Bernadette, d'être là le 8 mars et de brandir le drapeau du combat de la femme. C'est un vrai combat. Parce qu'on ne nous reconnaît pas ces choses-là. Vous voulez que je continue? Je vous en prie, je vous en prie. Ouais. Non, parce que ce que vous dites là m'interpelle à un deuxième niveau. Y a-t-il une répartition naturelle des rôles? La répartition naturelle de rôle, ce serait prétentieux de ma part de le confirmer, de l'affirmer. Mais tout ce que je sais, c'est que la femme a en elle le besoin de continuer à prendre soin de la vie qu'elle a donnée. C'est un rôle dont elle ne peut pas réellement se défaire sans accepter certaines conséquences, c'est-à-dire le regard de la société, et aussi mesurer ses propres capacités à pouvoir y arriver, mener un combat singulier pour elle en tant qu'être humain, et mener le combat que tu es en train de dire, donc on pourrait peut-être assimiler à la génétique, un combat qui lui a été génétiquement légué par la nature. Et c'est très très difficile. C'est très difficile, mais bon, disons, il y en a qui y arrivent. Quand on fait des Parce choix. que dans le cas où je vous sens embarrassé je ne suis pas embarrassé du tout. Une nette distinction entre le rôle naturel. Je peux faire la nette distinction. Que je ne mets pas sur le côté social. Hein. Je peux faire la nette distinction. D'accord. Alors, s'il y a une répartition de rôles naturels, quel est le sens du combat de la parité? D'être là pour avoir le mot à dire parce qu'elle doit prendre soin de la vie. Et tout se décide au niveau de la politique, au niveau des responsabilités suprêmes d'une nation, d'une entreprise, parce que nous disons tous œuvrer pour le sort de l'être humain. L'être humain, c'est le cœur de la femme, c'est l'utérus de la femme. Et elle ne peut pas rester à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que je suis en train de dire qu'il y a une ambivalence. C'est la continuité du rôle naturel justement, qui se découvre dans la parité. Qui est plus criant, justement, parce qu'elle a cette responsabilité en elle, ancrée en elle. Et quand elle voit la déperdition qu'il y a dans le monde, et le monde qui a tendance à mettre ses capacités à elle sous le côté et de ne pas en profiter, ça crée vraiment un vent violent dans la conscience de la femme. Et donc ça culpabilise, ça nous donne un sentiment de culpabilité alors insondable, profond. Et rien que pour combattre cette sensation-là, elle ne quittera jamais la rue. Elle sera toujours là en train de se battre. Troisième niveau de mon interrogation, toujours sur la même question de rôle. Vous avez tout à l'heure dit que l'accès à la formation relève entre autres conditions de l'ambition. Vous avez encore dit tout à l'heure que la femme elle a transporté comme ça dans les siècles et les siècles une histoire génétique, une trace, les traces de tout ce qu'elle a accumulé. Elle a donc un savoir-faire que vous avez lié tout à l'heure à la capacité de conserver la vie qu'elle a donnée. Les traces de Dieu, la continuité de Dieu. Voilà. Alors donc, voilà cette femme face à son enfant, face à sa fille. Elle doit lui léguer des choses et généralement il faut prioriser entre lui transmettre les traditions qu'elle a accumulées comme femme ou la laisser aller sur le chemin de la modernité. Parce que dans tous les deux cas, c'est deux sociétés différentes, celle de l'intérieur et celle de l'extérieur. Comment vous voyez cette difficulté que la femme a aujourd'hui? Parce que certains hommes se plaignent que des femmes qu'ils ont épousées, avec qui ils étaient à l'université, qui ont le savoir intellectuel, ne savent même plus s'occuper des choses ordinaires qu'une mère peut faire pour ses enfants. Comment faire pour que, tout en étant dans la modernité, la femme ne perde pas ce fond principal qu'elle a acquis non à l'école, mais par sa mère? Les valeurs, c'est le trait d'union de toutes ces traditions et de la modernité. Les valeurs qui sont intemporelles, qui font que la société reste vivable. C'est ça ce que la femme a le devoir de pouvoir léguer. Ces valeurs-là, quand l'homme commence à se plaindre,
c'est justement quand il commence à se rendre compte que fait, la femme commence à faire comme lui. Parce qu'on n'a pas besoin, pour pouvoir dire que nous avons gagné notre combat, d'entrer dans le mimétisme masculin. Parce que c'est ce que nous combattons. Nous disons que nous, les femmes, nous sommes plus capables parce que nous sommes capables d'amour. Nous sommes capables de considérer les émotions dans la prise de décision. Nous sommes capables de considérer l'être humain dans son entièreté, dans l'ensemble de ce que nous faisons. Mais l'être humain, l'homme, le mâle, lui ne prend que la partie du calcul. Et c'est ça ce qui fait au fait la réelle différence. Et nous, nous disons non. Et c'est ça ce qui est la base même de notre combat. Alors, dans ce que vous êtes en train de dire, la femme rentre dans une certaine lassitude de se dire, puisque lui ne le fait pas, pourquoi est-ce que moi je le ferai? Parce que nous avons les mêmes droits à l'extérieur. Ça, c'est le grand piège. C'est le piège où on comprend mal l'égalité de l'homme et de la femme. Où l'égalité n'a rien à voir. Où tout simplement l'humanité a tracé ses limites qui sont physiologiques, physiques, etc. Et que où nous, la société moderne, nous voulons ramener au niveau de l'égalité au sens où nous la comprenons. Ça, c'est une erreur. Il faut que les femmes puissent réellement reconsidérer cette vision-là. Nous n'avons pas besoin de devenir des hommes au féminin pour réellement exister dans nos droits, pour réellement, transporter nos ambitions là où nous devons les transporter. C'est un débat assez périlleux et c'est un débat qui ne doit pas être négligé parce que le débat sur la parité, sur la position de la femme commence à se corser de plus en plus et j'ai l'impression que les réelles causes sont laissées sur le côté. À tort ou à raison, mais on fait semblant de les ignorer, on fait semblant de ne pas trouver les solutions. Or, il y a deux manières de changer les cours des événements. L'on peut soi-même être décideur ou l'on peut influer sur la décision. Et quelle est la place la meilleure pour la femme? La femme pense à tort qu'il faut être à la place où on influence la décision. Parce que justement, elle n'a pas les conséquences de celui qui exerce le pouvoir, le regard qui peut être porté sur elle. Une femme qui exerce le pouvoir d'une manière visible, c'est une femme qui est jugée antipathique. C'est une femme qui est jugée froide. On dit sans cœur. J'ai entendu souvent la compétence je peux citer les noms parce que c'est quand même, nous parlons de la femme, de Madame Aguito, tu vois, qui s'appelle Aguito Amela. Tu vois, et à la SONAS, on dit Amela Langwate. Donc, parce qu'elle est rigoureuse. Elle est puissante. Elle est puissante, elle est forte, elle est rigoureuse. Et les gens attendent d'elle une faiblesse féminine pour pouvoir passer certaines choses. Donc c'est un exemple qui peut peut-être paraître hors cadre, mais c'est pour dire, c'est pour donner les images qu'on a de nous quand nous avons l'influence réelle. Voilà. L'influence réelle. Donc beaucoup de femmes à tort pensent qu'il faut rester dans l'ombre. Dans l'ombre, oui, pour avoir le beurre et l'argent du beurre. Or, pour arriver réellement, il faut que la femme puisse s'affirmer. Le pouvoir visible, quand ça se prend, quand on prend des décisions visibles, que la femme soit là, on pleurerait moins. On dirait moins qu'on n'est pas là. On serait plus rassuré parce qu'on saura que nous sommes co-responsables de ce qui se passe. Parce que le nombre de celles qui prennent des décisions en mode influence dans le cursus de leurs différents maris, on se rend compte que les plus grandes dictatrices, c'est elles. C'est elles. Voilà. Nous allons évoquer le cas de la première dame. Hier, je vous ai vu à la tribune. Et notre première dame, Maman Olive Lembe, a parlé de la solidarité entre les femmes comme étant un des moteurs principaux de ce combat. Et j'ai senti qu'elle regrettait ce manque de solidarité et qu'elle regrettait un peu une forme de virilisation de la femme en se disant nous sommes des femmes, nous allons nous battre jusqu'au bout, mais nous devons rester des femmes. Comment se battre? Comment combattre, gagner et rester femme? Peut-on rester femme quand on a fait un combat politique? Justement, on se bat justement pour être femme en politique.
Parce que si ce n'est que faire le mimétisme politique et pour être dans le groupe, ça c'est trop facile. Je pense que n'importe quelle femme le ferait parce que ce mal, nous l'avons tous en nous, nous sommes tous des êtres humains. Tout ce que nous reprochons aux hommes, nous les avons. Les coups bas, etc. Et tout, quand on dit, moi c'est ton gakambo kate, tout c'est normal. Les hommes ne construisent pas non plus les pays. Donc, oui, voilà la preuve. Donc, c'est pas ce que la première dame voulait dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai étayé tout à l'heure. C'est le sens du combat collectif. Qu'on soit intéressé directement ou indirectement, on se glisse dans la peau de l'autre et on se dit, je dois me battre à côté d'elle pour qu'elle puisse garder ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire ce que nous voulons donner à l'humanité. C'est notre féminité, nos émotions, c'est notre savoir-faire très soft. C'est embellir le monde. Et on ne peut pas l'embellir avec le costume d'homme. On l'embellit avec le rouge à lèvres. Et c'est ça le problème. C'est ça ce que madame la première dame voulait dire. Et moi, je crois que par rapport à ça, par rapport à cette solidarité, elle est là, elle est vraiment agissante. C'est vrai que quand on est dans un groupe, évidemment, tout se dilue. Mais quand on dissocie, on prend des cas individuels, on se rend compte que pour la plupart, je parle souvent de moi-même parce que je n'aime pas entrer dans la confusion de parler des autres et de me soumettre dans leur interprétation. Je peux vous dire que j'ai mené mes combats. Ça fait 12 ans que je suis dans le régime actuel. Ça fait 10 ans que je suis en train de gérer certaines situations qui sont liées à, dont je maîtrise moi-même les tenants et les aboutissants. Mais ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que je me suis retrouvée empêtrée dans des situations réellement compliquées, ce sont des femmes qui m'ont sauvée. Je me suis retrouvée dernièrement, je me permets de donner ces exemples parce que ce sont des exemples élogieux. Dernièrement, je me suis retrouvée dans une situation inextricable avec le PPRD. N'eût été l'intervention de Madame Bochab, j'allais commettre, comme on dit, les impairs politiques, comme les hommes le code, parce que j'étais sur le point de franchir le Rubicon. C'est Madame Bochab qui m'a pris sous son épaule de grande sœur, qui m'a dit, viens parler à ton grand frère, viens parler au secrétaire général, c'est ton père. Elle a, je peux dire, elle a arbitré le débat, elle était là. Elle a nourri votre détermination. Elle a nourri ma détermination et je suis sortie de là, j'avais des larmes aux yeux. Non pas du fait d'avoir... Vous voyez, et c'est ça la différence entre l'homme et la femme. Non pas d'avoir réussi à dire ce que j'avais à dire au secrétaire général, mais c'était d'avoir vu que maman Adèle était tellement dans mon camp que je n'avais même plus rien à réclamer ou plus rien à mettre sur la table. C'était très très émouvant. La victoire ce jour-là, ce n'était pas ma victoire à moi. C'était sa victoire à elle en tant que femme aussi. Notre victoire à nous toutes. Contre tout ce qu'on dit de nous, manque de solidarité, suspicion, etc. Je vais aller plus loin. Hier, tout le monde m'a vu, vous avez montré les images, tout le monde m'a vu aux côtés de la première dame. J'étais la première à être surprise d'avoir été appelée le soir, la veille de la manifestation, le 8 mars, par la secrétaire particulière de madame. Il dit, madame veut que vous soyez à ses côtés demain. Je n'avais pas bien compris. Je suis venu, j'avais apprécié évidemment, mais je n'avais pas bien compris. Mais c'est alors la dame qui m'explique par après. Elle me dit la motivation de la première dame. Elle dit, madame Bernadette a mené tellement de combats pour ce pays, pour ce régime. Voilà qu'elle n'a pas encore de position politique, de position formelle, qui puisse lui donner un droit au protocole. Que ferait-elle si jamais je ne la prenais pas sous mon épaule pour qu'elle soit à côté de moi, pour que je lui donne une certaine légitimité? Elle m'a donné une parcelle de pouvoir hier, en étant à côté d'elle. Si ce n'est pas beau, si ce n'est pas un acte de solidarité, c'est quoi? Mais on parle ici de l'épouse du chef de l'État que je sers. Et si je ne parle pas de solidarité ici, je parlerai de quoi? Moi, je parlerai de l'amour. Nous nous aimons quand nous voulons. Nous savons prendre le combat de l'autre. La première dame comprend la situation dans laquelle je peux être, la frustration qui peut être mienne. Quoique je ne traduis pas ça en termes de frustration. Je suis une croyante, je suis dans un cheminement. Je donne à l'histoire le droit de prendre le temps qu'elle doit prendre. Je donne à l'histoire de ma vie le cursus qu'elle a le droit d'avoir. Et je donne droit aussi aux femmes de compatir à mon sort.
et de penser à ma place et de se dire, nous avons le devoir de la propulser. Le fait d'être à côté de la première dame hier m'a donné un statut politique que mon parcours n'a pas encore réussi à me donner. Et c'est ça la beauté de la démarche. Dites-moi si je dois me plaindre là sur le plateau de dire je n'ai pas de position, de ne pas... Ça serait vraiment un hors-sujet, alors vraiment qui ne dirait pas son nom. Un manque de reconnaissance flagrant. Et donc ça voilà. existe. C'est très bien. Maintenant, je le sens et je n'ai qu'à tout l'honneur à la première dame d'avoir compris cela. Et je crois que ces actes ne sont pas seulement des actes liés aux personnes connues, mais je crois que même, ça a été dit, elle le fait même pour les plus inconnus des citoyens. Tout à fait. Cela, c'est à son honneur et c'est une dame compatissante. Je crois que personne ne peut le nier, même nous qui avons le doute sceptique permanent. Alors, Madame Bernadette, parlons politique un tout petit peu, parce que c'est vrai, vous êtes une combattante, on sait que vous êtes membre PPRD, on sait que vous soutenez le président de la République, mais là, nous sommes dans une année électorale. Vous savez qu'il est facile de conquérir, mais il est difficile de conserver. Qu'est-ce que vous allez faire personnellement pour les élections qui viennent? Allez-vous aussi vous présenter? Parce qu'en 2006, je me rappelle, j'ai la force de la mémoire parce que j'étais là, parce qu'on a discuté de ça. En 2006, je vous avais demandé pourquoi vous n'êtes pas candidate à une élection particulière, législative ou provinciale. Vous avez dit ceci, et je vous cite, vous avez dit, M. Kalingai, je ne peux pas aujourd'hui me présenter, je vais disperser mes forces. Je voudrais être disponible pour me consacrer totalement à la candidature de Joseph Kabila. C'était en 2006. Et voilà, 5 ans viennent de se passer. Vous avez fait ce que vous avez pu, tout en étant resté dans les formes. Je sens quand même que d'une certaine manière, à des moments précis, peut-être que l'histoire ne vous a pas donné ce qu'il fallait. Maintenant, nous sommes en 2011. Allez-vous vous présenter aux élections ou vous allez garder la même philosophie? Écoutez, pour aller droit au but, je vous dis que je vais garder la même philosophie. Je suis en train de vous parler ici du temps que j'ai le devoir de laisser à mon histoire personnelle. L'histoire se constitue du temps. Donc le temps fait les hommes, le temps fait les femmes, le temps fait les destins. Donc je suis dans cette droite ligne, je me bats et je fais ma part du travail et je laisse au destin sa part qui est la plus importante parce que je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas où je vais, j'appartiens à un univers et j'appartiens à un créateur qui sait pourquoi je me lève chaque matin, pourquoi je pose tel ou tel autre geste. Donc je reste dans cette constance-là. Je ne me présenterai pas, je travaillerai encore une fois pour le président Joseph Kabila parce que, encore une fois, je ne voudrais pas me disperser parce que cette année, pire que l'année 2006, sera l'année de la grande dispersion. Si vous voulez, je pourrais vous dire un peu, selon moi, pourquoi. Vous avez le droit de le dire. Alors pourquoi serait une année de dispersion? Parce que je vais vous décevoir. Parce que tout simplement, la politique est restée le râtelier par lequel tout le monde peut manger. Et tout le monde pense qu'en devenant député, on peut changer sa vie. Tout simplement pour ça, pas pour la vie, changer la vie du pays ou quoi que ce soit. Et cette compétition qui ne représente pas du tout les idéaux qui animent ma vie ne m'intéresse pas. La plupart des gens qui veulent devenir députés, ce sont les gens qui ne veulent pas aller faire les champs et les élevages, qui ne veulent pas entrer dans la libre entreprise, qui est le mot-clé de l'enrichissement réel, qui est le mot-clé du développement réel de notre pays. Le travail réel, le travail productif. Beaucoup de personnes préfèrent mettre beaucoup d'argent dans la campagne électorale, devenir député, puis croiser les doigts, croiser les bras pendant 5 ou 6 ans, recevoir un salaire en forme de remboursement des fonds investis. De remboursement avec bénéfice des fonds investis. C'est pas que je n'ai que cette image-là de la législature, c'est pas vraiment ça, mais je suis désolé de me rendre compte que pour la plupart, à part quelques exceptions, pour la plupart, le désir réel et d'auto-affirmation, c'est ça. Et aussi, le désir d'entrer dans la scène politique par la porte la plus directe. À un moment donné, la politique était réservée à une certaine limite.
Aujourd'hui, par la voie électorale, n'importe qui peut prétendre à un peu d'espace parce que il a été désigné par une voie ou par une autre. Donc c'est une voie par laquelle on renonce à l'excellence. L'excellence qu'une personne formée peut apporter à la matérialisation de beaucoup de choses pour que son pays puisse avancer. Moi, j'ai dit que j'ai la modestie, l'humilité de croire que je ne suis pas la femme F qui va aller changer les choses dans le Parlement. J'ai la modestie de me dire que je suis plus une servante. Je sers les causes qui me tiennent à cœur. Je sers la cause de Joseph Kabila parce que j'estime que c'est une cause nationale qui implique 65 millions d'habitants, 65 millions d'âmes. Du plan d'action qu'il défendra et qu'il va mettre en œuvre dépendra aussi, moi, les résultats que j'aurai, la satisfaction que j'aurai par rapport à la population pour laquelle je pense être l'esclave. Je me retrouve mieux dans ce rôle-là que dans un tout autre rôle. C'est vrai que vous ne voulez pas travailler au Parlement parce que vous pensez que vous pouvez travailler mieux, c'est votre choix. Je reviens un peu au thème rapidement parce qu'il reste très peu de minutes, au thème de la journée de la femme, tout en posant une autre question. Pour qu'il y ait égalité d'accès à la formation, à la science, à la technologie, il faut qu'il y ait donc un temps long consacré à cette acquisition-là. Alors comment nous allons concilier le fait que la formation, l'apprentissage des sciences, l'apprentissage des nouvelles technologies demande une disponibilité que souvent la femme n'a plus à cause de son état de mère et son état d'épouse. En réalité, je vais poser une autre question en disant ceci. Comment accéder, comment arriver à réaliser des objectifs légitimes qui ont été définis si le mariage et la maternité ne sont plus de choix, mais sont des fatalités? Cette question, ce n'est pas la première fois que vous me la posez. Oui. Je peux dire très exactement, c'est la 3e année consécutive que cette question revient. Vous savez, la femme actuelle ne considère pas la maternité comme une fatalité parce qu'elle a le choix d'avoir sa maternité même sans la participation active de l'homme dans sa vie. Donc, la multiplicité des choix qui s'offrent dans notre société actuelle n'a pas préservé les choix hégémoniques, les choix génétiques, les choix sempiternels, ou je dirais même les choix... il y a un mot que vous utilisez souvent, mais bon, ça me reviendra. Ça me fait plaisir de quelquefois de montrer que je peux me buter aussi à un problème de moi parce que les gens disent que je ne tarie pas. Voilà, donc à ce choix-là s'ajoute le désir de correspondre aux attentes qu'a de nous la société actuelle. L'attente de l'hyperactivité de la femme qui veut absolument être là, parce que comme je l'ai dit au début, ça ne dépend plus d'elle, c'est ça ce qui est fatal. Elle doit absolument être compétitive, être sûre dans son psychisme que l'être humain est quand même la vie de l'être humain est quand même assez bien conservée par les lois et toutes les mesures qui se prennent au sein de la société dans laquelle elle vit. Elle doit être là pour en être sûre. Ça, c'est la fatalité qui est dans la vie de la femme. La maternité ne l'est vraiment plus. La maternité reste un désir d'identification à la femme, à Ève en nous. On a besoin à un moment donné de se sentir identifié à un groupe. Et ce groupe s'identifie par sa capacité de donner la vie, par sa capacité de nourrir le bébé, de garder son bastion, c'est-à-dire la famille. Et ça donne aujourd'hui des femmes hyper stressées, qui ne sont pas encore arrivées à mener justement ce combat-là en elles. De savoir qu'il faut toujours l'équilibre. C'est ça le mot aujourd'hui. On parle de parité. La parité, c'est un équilibre. On parle de l'égalité. L'égalité, c'est un équilibre. Et pour qu'elle puisse obtenir symboliquement ce qu'elle recherche à l'extérieur, c'est-à-dire dans la société, il faut qu'elle puisse établir cet équilibre en elle-même. Que veut-elle réellement? Et c'est là que je reviens sur la première phrase que j'ai prononcée au début de cette émission. S'apercevoir que le plafond en verre n'est pas seulement au-dessus d'elle,
mais c'est dans sa tête, c'est en elle. Une fois c'est Noué. noué, le combat reste une chose comme une autre, comme le désir de gagner un match, D'accord. comme le désir de... Une question rapide, vous me dites seulement oui ou non. Le désir de mettre au monde est naturel à la femme, le désir de protéger est naturel, mais les institutions traditionnelles ont fait que la femme n'accéderait à avoir un enfant que si dans le lieu de mariage, et voire même quand elle a un homme. Or, la science à laquelle elle accède aujourd'hui lui donne la possibilité d'accéder à la maternité sans homme et sans mariage. Parce que ça va avec la modernité. Voilà. La modernité des mentalités. Vous encouragerez, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes dames qui ont déjà commencé, qui ont grandi, qui ont plus de 30 ans, qui ne sont pas mariées et qui ne voient pas le mari venir, mais qui travaillent, mais qui gardent encore le désir d'avoir des enfants. Vous les encouragerez, par exemple, à aller dans des cliniques, à faire une insémination artificielle. Du moment qu'elles gardent les valeurs, qu'elles conservent les valeurs traditionnelles qui font la fierté de la femme, les valeurs qui font les vraies valeurs de notre société. Quand tu gagnes ta vie aujourd'hui, tu es la fierté de toute ta famille. Et même, tu verras que c'est ta même famille qui va éloigner toute tentative de mariage de toi, parce que justement, tu deviens la mère, le père pourvoyeur. Donc, la mentalité a changé avec les choses. Mais le respect des valeurs par rapport à l'approche de cette modernité-là reste, elle, intemporelle. Je l'ai dit. Une femme des valeurs, c'est une femme qui peut accéder à tout ce qui est moderne, qui peut accéder à tout ce qui est attente, mais qui peut rester aussi, qui doit rester aussi dans l'acceptation. Donc c'est une femme dont le regard social sera toujours un regard approbateur, pas un regard désapprobateur. Nous allons terminer l'émission. Madame Bernadette Poundou, en 10 années de combat politique et au premier plan, il faut le reconnaître, parce que vous êtes resté dans le gouvernement de votre parti pendant longtemps, c'est au premier plan. Vous sentez, vous être endurci. Y a-t-il quelque chose de profondément et proprement masculin que vous avez acquis par le fait de la pratique politique? Acquérir dans mon fort intérieur, non. Apprise, oui. Il y a énormément de choses, évidemment, que je regarde avec beaucoup de relativité. J'ai appris à relativiser beaucoup de choses. J'ai appris à me connaître moi-même, parce que le plus grand combat que j'ai eu à mener, c'était le combat contre et vis-à-vis de moi-même. Et aujourd'hui, je suis très très relax. Et je ne suis plus en train de courir derrière les miroirs aux alouettes. Je suis en train de courir après la seule réalité qui m'a fait me lever un jour de chez moi, il y a à peu près 12 ans, le bien-être de la population. Le bien-être parce que la misère continue à m'agresser. Avec Bon, le temps, la femme ne croit plus en l'amour. C'est votre cas? Je crois en l'amour comme socle. Si vous voulez parler de l'amour sentimental, bon, ça c'est un autre débat, et je ne pense pas que c'est un plateau approprié pour faire ce débat-là. Mais l'amour comme fondement de toute société, oui. Parce que tu n'aimes pas ton peuple, tu ne travailles pas pour lui. Ça, c'est clair. Absolument. C'est une très belle phrase avec laquelle nous allons terminer cette émission, Madame Bernadette Poundou. Vous n'aimez pas votre peuple, alors ne travaillez pas pour lui. Vous voulez travailler pour lui, aimez-le. Aimez-le d'abord. Nous terminons, vous allez lancer un dernier message à la femme, surtout à la jeune fille, parce que c'est elle qui voit sa mère violée, c'est elle qui voit sa sœur brimée, c'est elle qui voit sa grande sœur harcelée. Elle est là, elle est dans l'antichambre de la maturité, elle pressent les choses. Elle a peur. Elle a peur parce qu'elle s'est dit, si tel est mon sort, aujourd'hui je peux encore jouer avec les petits garçons là, parce que je suis encore une petite fille. Demain, je vais devenir quoi? Cette fille a peur. Elle est là, elle vous a suivi ce soir, et cette peur, elle est peut-être paralysante. Je vous demanderai de lui parler et nous terminons. Cette peur est une illusion, parce que la vie, elle fait peur. La vie, et pour son père lui-même, n'a pas été facile. Pour sa mère, ça ne l'est peut-être pas plus, mais pour chacun d'entre nous, les combats que nous avons à mener sont des combats qui font peur. Il faut qu'elle puisse lui briser la vitre.
il faut qu'elle puisse regarder au-dessus d'elle et se dire le plafond qu'elle voit là, qui lui reflète une image de l'extérieur si paralysante, en fait, n'est qu'une illusion. La vie peut être menée pour autant qu'on croit en Dieu, tout naturellement, menée tout simplement comme on le sent. Nous avons toujours une voix en nous qui nous dit ce que nous devons faire. Cette voix-là guide chaque jeune fille de notre pays et je recommande à chaque jeune fille d'écouter cette voix-là et de pouvoir avancer. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et un plaisir renouvelé de vous entendre parler. Chaque année, ça s'affine, ça se raffine et ça devient de plus en plus pertinent. Merci beaucoup, Madame Poundou. Merci beaucoup. Merci aussi, amis téléspectateurs. C'est la fin de Droit à la parole. Vous avez vu que je me suis affaissé dans ma conviction d'avoir entendu cette femme. Et je suis heureux parce que je voudrais vous avouer, je partage essentiellement le combat de la femme congolaise et je crois que nous avons le devoir, nous en tant qu'hommes, de diminuer sensiblement notre barbarie pour que triomphe la civilisation égalitaire. Bonsoir à tous et à la prochaine.